On n'a pas notre camarade informaticien? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Eh ben, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat en ligne consacré au film Nous la mangerons, c'est la moindre des choses d'Elsa Maury, que je remercie pour avoir accepté de participer à ce débat, ainsi que pour son film très fort et d'une actualité brûlante. Alors, comme toujours, pour les spectateurs, vous pouvez poser vos questions, soit en appuyant sur l'icône de la petite main bleue, ou en rédigeant votre question en allant sur l'icône Q&R en bas de votre écran. Le débat avec la cinéaste est animé par Eliane Delatour, anthropologue, cinéaste et présidente du comité du film ethnographique, que je remercie très chaleureusement d'être avec nous ce soir, d'autant plus que très récemment, elle a subi une petite opération. Eh bien, sans tarder, je cède la parole à Eliane et à Elsa Maury. À vous deux. Une opération de l'œil. Une petite opération de l'œil, avec plus de précision. Effectivement, tu as raison. C'est très mystérieux. Vous voyez, je suis éborgnée avec cette opération de l'œil. Mais tant pis, on y va comme ça. Alors, pour ouvrir le débat, je voudrais d'abord remercier Elsa pour ce très beau film. C'est un bel objet cinématographique, vraiment. Je trouve il y a une espèce de radicalité dans sa réalisation que personnellement j'aime énormément. Le son d'abord qui nous fait rentrer comme presque dans une écoute extrêmement proche des animaux. On est dans une présence très très forte puisque c'est un son direct qui va jusqu'au souffle, jusqu'à la mastication, les gémissements, etc. On est au niveau sonore comme si on les avait juste à côté de notre oreille, et cette présence par le son, je trouve, est extrêmement réussie. Ce ne sont pas que des corps lointains laineux. Et l'image aussi, il y a un parti pris de cadres assez serrés qui sont toujours sur le corps à corps de l'éleveuse avec ses bêtes. Ça aussi, je trouve que ce parti pris est extrêmement intéressant, et intéressant de ne pas l'avoir lâché, parce que très souvent dans les documentaires, quand on a des partis pris comme ça, on se dit on va lâcher un peu la pédale et faire un petit plan, ce qu'on appelle dans le métier des petits plans de respiration. Personnellement, j'ai horreur de ça, et je trouve formidable d'avoir été obligée de retenir mon souffle d'un bout à l'autre et de ne pas avoir eu le temps de respirer. Et ce film, donc, cette radicalité sur le plan esthétique est au service d'un questionnement sur la mort qui apparaît dans le film sous toutes ses formes. Alors la mort des brebis, évidemment, mais on décline comme ça les manières de mourir ou de tuer d'un animal d'élevage ou d'un troupeau. J'ai plus envie de dire un troupeau que d'élevage. D'abord, le film démarre avec le mort-né du début, l'agneau qui reste inerte une fois que sa mère en a accouché. C'était un magnifique plan où la mère cherche à le redresser, à le remettre sur pattes. La mort par blessure de la chèvre rousse qui est tombée dans le fossé. La mort par maladie de cette bête qui avait des vers. Et j'ai vu, là c'est une toute petite anecdote, que c'était Marie-Pierre Puech, même si on ne voit pas son visage, qu'on voit que ses bottes, j'ai tout de suite reconnu sa voix. La vétérinaire qui vient l'autopsier avec une demi-lame de rasoir, et ça c'est tout à fait Marie-Pierre, avec sa verve, et on comprend pourquoi cette bête devait mourir. Et la dernière mort qui m'a gênée, c'est la mort pour régler un compte. Régler le compte de la bergère, plutôt de l'éleveuse, qui décide de tuer un bélier qu'elle a nourri au biberon, qu'elle a gardé proche d'elle, et tout à coup, elle décide qu'il est devenu turbulent, et crac, elle l'emmène à l'abattoir et elle le tue. Alors, la question de ce bélier, qui s'appelle Émoi, pose la question de où se situe le film. Si, en effet,
moi j'ai l'impression que ton choix, Elsa, c'est de l'avoir situé dans la fable philosophique, hein, avec ce questionnement autour du rapport humain-non humain, naissance et mort. Et je m'interroge sur le pourquoi de ce choix-là, le choix de cette fable philosophique, plus que de rentrer dans le rapport de la mort, dans une relation sociale, que ce soit entre humain et non humain, il peut y avoir une relation qui se socialise. Et à ce moment-là, on n'est plus dans une digression sur la mort, mais on rentre dans la complexité de cette relation sociale qui est symbolique et différenciée. Et du coup, mais évidemment, si tu t'étais posé cette question-là, ça t'empêchait d'être dans la beauté de la circularité du récit autour de la mort. Ça freinait parce qu'on partait, on bifurquait sur quelque chose d'autre. Néanmoins, d'avoir voulu garder la pureté philosophique m'a gênée parce que je pense que ce n'est pas la même chose de décider de mener une brebis lambda à l'abattoir ou de cannibaliser ce bélier qui devient un autre être que les autres brebis. C'est un autre non-humain de ce troupeau. Il n'est pas comme les autres du troupeau, puisqu'il a eu ce lien avec l'éleveuse. Et moi, ça m'a gênée que ce soit indifférencié et que ce bélier termine exactement de la même façon que les autres et en plus autour d'un repas arrosé, et on se demande si sa cuisse est tendre, etc. Et je pense que à un moment donné, ne pas avoir pris en compte cette complexité des liens entre humains et non humains, entre les hommes et les bêtes, ne pas être entré dans cette complexité-là, de se la colter, quoi, en quelque sorte, et d'être resté lisse au niveau du récit philosophique, pour moi, ça a fait que le film s'est enfermé dans un dispositif. Pour moi, il est enserré et rien n'en échappe. Et pour moi, même s'il est remarquablement bien réalisé, ça manque de bifurcation au niveau du sens. Il est trop beau, quoi, en quelque sorte. Et je pense que cette question, qui est fondamentale, quoi, de rapport humain, non humain, à travers, puisque tu as été avec Bruno Latour, évidemment, tu sais de quoi je parle, elle est plus compliquée que ça, et plus compliquée qu'une simple fable philosophique, qui, comme on le sait, est une pensée spéculative. Voilà. Eh bien, alors, la question de... Je ne me suis pas posé la question de si je faisais une fable philosophique ou pas. Je crois que le travail, pour moi, il a été justement d'explorer cette question des relations, en sachant que ce film, il se passe dans le cadre d'une thèse en art. Et c'est une thèse où il y a deux versants. Donc il y a un versant où j'écris et un versant où je propose ce film. Et donc j'ai fait 3 ans de terrain auprès d'une seule bergère pour aller justement essayer de déplier ces questions de relation à la mort des animaux, et donc de ces animaux-là et de ce troupeau-là et des individus qui sont là-dedans. Et donc dans le récit que j'en fais, il y a la question du récit, du terrain et de la complexité qui se passe à l'écriture, et il y a la question du récit filmique qui pour moi amène en fait au niveau, en fait, l'intérêt du propos cinématographique est d'amener une dramaturgie à l'intérieur d'un espace qui est relativement court, 1 heure, et d'amener à l'intérieur de cette dramaturgie des sensations, une forme d'immersion, une forme d'esthétique qui me semblait important pour pouvoir tenir mon propos. Et
Et je suis pas d'accord en fait sur la question de, il n'y a pas de, enfin en tout cas moi ça m'a énormément travaillé tout au long de la réalisation de ce film, de cette question de quelles sont les relations entre cette bergère et ses animaux, et si et moi, comment dire, si et moi est le moment en fait qui toi t'a dérangé et t'a fait basculer dans cette question de la fable philosophique. euh, je pense que c'est peut-être quelque chose que le film ne raconte pas assez bien, mais c'était important en même temps de comprendre que c'est pour des questions relationnelles que cet animal il va être tué. Parce qu'il pose des problèmes de relation justement avec la bergère, parce qu'il l'agresse, avec le troupeau, parce qu'il agresse le troupeau aussi. Et donc, bien qu'on soit pris dans des relations qui sont complexes, parce que c'est un biberon, le fait aussi que les biberons aient tendance à ne pas avoir peur des humains, ne pas avoir peur du chien. En fait, c'est toujours des questions relationnelles en fait qui viennent là. Et alors, de se dire qu'il n'y a pas de mort qui soit différenciée, je suis pas d'accord parce que c'est quand même Nathalie qui s'en occupe elle-même dans l'abattoir. Enfin, je veux dire, il y a quand même peu d'éleveurs qui travaillent dans des abattoirs en France, a priori. À l'heure actuelle, il y a genre trois abattoirs en France qui sont tenus par des éleveurs. Et donc, elle s'en occupe elle-même. Et c'est hyper important pour elle, justement, de le faire elle-même, d'en prendre soin, d'inviter les personnes qui sont les plus proches d'elle pour pouvoir manger ce mouton. Et dans le sens où, pour elle, comment dire, euh, le manger de cette manière-là avec son maître berger, avec les personnes qui lui sont les plus proches, c'est lui rendre honneur d'une certaine manière. Et c'est en même temps, comment dire, en effet, c'était par rapport au troupeau, et c'est ce qu'elle dit aussi dans le texte après qu'elle ait amené et moi à l'abattoir, c'est que pris dans le troupeau, il était encombrant, turbulent, il posait plein de problèmes relationnels, mais quand il est tout seul, elle le revoit comme quand il était petit et biberon et doux. Et en fait, justement, donc c'est toujours une question de relation. C'est comment est-ce qu'à l'intérieur d'un troupeau, il pose des problèmes de relation, mais en même temps, dans un face-à-face avec l'humain, pas nécessairement. Il est doux, il la suit dans l'abattoir, il a confiance. Et elle a l'impression en même temps de le trahir. Et ça a vraiment été un moment compliqué. Donc voilà, je ne sais pas, Oui, comment répondre autrement. mais non, mais tu réponds bien. Mais effectivement, et ça m'a frappé, si tu veux, et moi, là, le bélier, ça m'a effectivement fait tellement choqué que, tu sais, quand tu es au milieu d'un film, tu as quelque chose qui t'arrête, tu commences à penser, et il y a eu quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire je ne pouvais plus me laisser glisser dedans comme au début, tu vois. Et je me disais, il y a quelque chose qui... Euh, parce que j'étais frappée par ce que tu viens de dire, je ne l'ai pas rementionné, c'est qu'en effet, cette bête, ce bélier, dès qu'il est dans la voiture pour aller à l'abattoir, elle le dit, il est extrêmement doux, il a confiance en elle, et elle prend un couteau et l'abat à l'abattoir. Enfin, je ne sais plus avec quoi on l'abat à l'abattoir, mais elle l'abat. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Euh, comment dire, où il est traité comme les autres, c'est-à-dire il devient turbulent, il m'emmerde, je la bats, tu vois, ou celle-là, elle est grasse, elle est bonne à manger, je la bats, tu vois, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport de pure domination, la protection pouvant être une domination aussi, mais on est dans un rapport de pure domination. Or, là, il y avait quelque chose d'autre qui se jouait, où ce rapport de domination n'aurait pas dû être le même que pour les autres brebis. Il aurait dû se passer autre chose, puisqu'elle le dit elle-même, il avait confiance, il est avec moi. Pourquoi il avait confiance? Parce qu'il y avait tout se passer derrière, parce qu'il y a du temps, parce qu'il y a un rapport au temps qui n'est pas le même avec cette bête qu'avec les autres. Et ce rapport au temps, il se règle au niveau de la mort. C'est pas la même chose de tuer une bête que tu élèves au milieu de plein d'autres pendant, je sais pas, je dis n'importe quoi parce que j'y connais rien, 2 ans, ou tout à coup, ou un rapport au temps, c'est-à-dire où tu crées une temporalité avec un animal où il devient un alter ego en quelque sorte.
il y a comme une pensée animiste qui se met en place parce que tu lui parles, il te parle, il y a un échange. Et quand tu dis, oh ben c'est normal, il était turbulent, il était énervant, etc., je ne voudrais pas faire une comparaison trop brutale, mais il y a quelque chose de l'ordre maternel, si tu veux, dans ce rapport avec l'animal qui se crée quand tu le biberonnes, quand tu l'élèves, etc. Je vais faire ça m'arrive comme ça, excuse-moi, mais faire comme ça une réflexion à l'emporte-pièce. Tu tues pas un enfant parce qu'il est turbulent. Tu vois ce que je veux dire? Je vais trop loin, mais juste pour te montrer que ça peut pas être la même chose que les autres. Et le fait qu'en plus elle le bouffe, ça m'a extrêmement choquée, parce qu'en effet, peut-être que c'est une gêne au niveau du troupeau, donc il fallait le gérer et non pas le tuer et le bouffer. C'est-à-dire que moi, j'ai tout de suite pensé quand elle a dit ah, mais tout à coup, il est calme, il n'est plus turbulent, il n'est plus énervant parce qu'il est seul avec moi. Je ne suis pas du tout une éleveuse, mais j'aurais mis ce bélier de côté, puisqu'il est embêtant dès qu'il est dans le collectif. Et individuellement, il est tranquille. Donc, j'aurais essayé de trouver une solution pour lui, parce qu'il y a eu cette invention d'une temporalité avec cet animal, tu vois. Et quand tu dis je le tue, je le bouffe, et que c'est un honneur pour l'animal, tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Des gens qui essayent, tu vois, d'avoir des relations, de construire une intelligence avec les animaux. Et j'ai souvent entendu, même, si tu veux, cette histoire d'honneur. Tu vois, je l'ai entendu dans les sociétés africaines, je l'ai entendu, etc. On tue un animal et on l'honore en le bouffant. Tu vois. Et moi, c'est un discours, c'est une posture, tu vois, qui me gêne énormément, énormément, parce qu'elle est facile. Hein. C'est facile de dire je crée une relation d'honneur à la dernière minute quand ça m'arrange, alors que c'est pas du tout l'honneur, c'est aussi des codes, et je pense pas que les animaux et ces codes d'honneur, et c'est une invention, une construction des hommes pour se justifier de certains de leurs actes avec leurs animaux. Et c'est une posture esthétique, parce que c'est une manière de dire oui, c'est magnifique, je l'honore, euh, qui est une position finalement qui permet de faire passer les choses, quoi, voilà, mais qui n'est pas, qui ne se justifie pas. On entend ça aussi, la corrida, hein. On honore le taureau. Moi, je dirais deux choses à ce propos. La première, c'est que moi, mon rôle, c'est pas de juger ce que fait Nathalie. En tout cas, c'est pas le rôle que j'ai décidé de prendre dans ce film, ni dans mon terrain. Et donc, du coup, j'ai pas j'ai pas cette distance que toi tu peux avoir. Et donc, sincèrement, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu énormément de choses pendant 3 ans, et je l'ai choisie parce que j'avais confiance en elle, et j'avais envie de l'accompagner justement dans ses choix, et la question de comment est-ce qu'on pose des choix quand on vit avec des animaux, de se dire comment est-ce qu'on tue bien. Et donc je crois que Nathalie a fait un trajet dans ce film, et par exemple la brebis qu'elle tue à la fin, et cette question de pouvoir... en fait, le fait que tu puisses dire que c'est facile, je trouve ça extrêmement désobligeant vu ce qu'elle traverse, parce qu'en fait, elle est quand même dans des relations avec ces animaux, et elle se coltine la difficulté des relations quotidiennes à vivre avec eux, etc. Et Je parle de la justification. Je ne dis pas qu'elle a une position facile, je dis que la justification est facile. C'est pas la même chose. Je ne crois pas que ça justifie. Je crois qu'il n'y a aucun moment où Nathalie, elle est tranquille, et je crois que les éleveurs, de toute manière, je ne crois pas que ce soit une question de justification. Je ne crois pas qu'il y ait un moment où on soit tranquille. C'est cette question de comment est-ce qu'on fait mieux en fonction du fait qu'on est garant de la qualité de vie d'un troupeau, d'un collectif. Et donc, comment est-ce qu'à un moment donné, donc par exemple, ce mouton et moi, il pose des problèmes.
sachant qu'on ne peut pas le mettre tout seul, en fait. C'est pas possible. C'est de la maltraitance pour un ovin, de séparer un ovin d'un troupeau et de le Non, mettre je tout dis seul ça. en disant il va être mieux tout seul parce qu'en fait, il a des problèmes relationnels avec les autres. Donc ça, en fait, c'est même pas pensable pour ce type de personne de se dire, enfin, c'est vraiment vu par tous les éleveurs comme de la maltraitance de mettre un ovin tout seul parce qu'en fait, c'est des êtres hyper sociaux. Et voilà. Et elle, son job, c'est aussi qu'elle vit avec plusieurs animaux, et donc à un moment donné, lui, il pose problème, il l'agresse, ça lui prend plus de 6 mois avant de décider de s'en séparer, et ce trajet-là, il est difficile, et je pense que c'est important de le respecter. Et cette question de manger, c'est faire honneur, peut-être que je vais trop vite en disant ça, parce qu'en effet, peut-être qu'il y a trop d'implicite à l'intérieur de ça, et donc je pense que ce qui est important pour elle, dans cette relation-là, en fait, en se disant que manger est une forme de relation aussi, c'est pourquoi est-ce que quand Marie-Pierre, justement, on a les vautours, on a les parasites, pourquoi est-ce que eux ils pourraient manger, enfin, c'est rejouer l'exceptionnalisme humain que de dire nous, on va manger n'est pas un mode de relation aussi, d'une certaine manière. Et donc je pense que pour Nathalie, manger est une forme de relation dans le sens où c'est une manière de transformer aussi la vie et donc de la prolonger. Et donc, c'est pas l'arrêter dans le sens où, dans le système classique, quand on appelle enfin, en fait, on brûle les corps des animaux quand on appelle les carisseurs. Et donc, elle, l'idée, c'est qu'elle ne veut pas rentrer là-dedans. Et donc, c'est ce qui lui semble le plus important, c'est que ce soit a priori des humains qui mangent. Et puis, si l'animal est trop malade ou trop faible, etc., que ce soit des vautours. Mais c'est aussi dans toute une boucle, dans le sens où elle ne donne pas de maïs, elle ne donne pas de pulpe, elle ne donne pas de foin à ces animaux, ils sont en plein air intégral, et donc c'est aussi comment est-ce qu'on rentre dans des relations à l'environnement, et en effet, il n'y a pas de, comment dire, on se mange, et ça je crois que c'est quelque chose qui est posé dès le début, et que moi j'ai absolument pas remis en question, parce que c'était pas le but de ce film. La question, c'était de dire, OK, comment est-ce que, quand on est dans des relations très concrètes et en effet potentiellement individualisées parfois, et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu, comment dire, étonnant dans ce film, parce qu'on arrive, on n'est plus dans un troupeau d'un point de vue de l'extérieur qui remplit le paysage et les points de vue du pastoralisme qu'on a d'habitude. Et donc à partir du moment où on se confronte à des histoires individuelles, des trajectoires, mais il n'y a pas qu'Émoi en fait, elle connaît les histoires de toutes ces brebis, de comment est-ce qu'elles ont agnolé, c'est la sœur de qui, c'est la mère de qui, etc. Et donc à ce moment-là, la question de la mort, elle devient en effet plus complexe, mais ça, elle ne s'en, comment dire, elle reste empêtrée là-dedans et elle ne s'en détache pas. Et ça, moi, je trouve que c'est extrêmement courageux et c'est certainement pas facile. Je comprends parfaitement. Il y a 2 points, si tu veux, sur lesquels je voudrais rebondir. C'est que, bien loin de moi, l'idée qu'on ne mange pas ces bêtes. Tu vois, je parle de émoi. J'ai aucun problème avec la première, même les 4 ou 5 premières qu'elle peint en violet pour les emmener à l'abattoir. Et le fait qu'elle tue elle-même et qu'elle apprenne à dépecer, j'ai aucun problème avec ça, aucun. Et je respecte complètement qu'elle fasse ça, parce que je me dis, là, en effet, bien, ces bêtes au moins meurent bien mourir. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui me gêne, si tu veux, ce qui me gêne, c'est que, à la limite, qu'elle tue Émoi, qu'elle ne le mette pas de côté, qu'elle ne trouve pas une solution pour pouvoir le garder. Quand je dis mettre de côté, c'est le rééduquer, quoi. Je ne sais pas exactement. J'y connais rien, je parle complètement en l'air, mais avec des propos d'urbaine. Mais qu'elle ne trouve pas une solution pour ce garçon, j'allais dire, pour ce bélier. Ok, mais ce qui me manque, si tu veux, c'est le traitement que toi tu fais. C'est pas tellement Nathalie, parce que, en effet, que tu aies pris le parti de ne pas juger ce qu'elle faisait et de suivre son éthique à elle, ça je comprends parfaitement. Mais à partir du moment où tu sais, d'autant que tu y es resté 3 ans, tu sais que il y a cette relation spéciale, particulière avec cet animal-là, pourquoi toi, en tant que dans ton film, tu les traites comme les autres? C'est-à-dire qu'il n'a ni plus ni moins, il est traité exactement de la même façon. À aucun moment on voit ce que tu viens de dire. On a conscience de ce temps, du temps. Tu dis, elle a passé 3 ans.
Après, elle a hésité. Il est devenu turbulent, il a hésité. Tout ce temps d'hésitation et de proximité avec l'animal, pourquoi il n'est pas dans le film? Pourquoi à un moment donné, c'est pour ça que je disais tout à fait au début, j'ai l'impression que tu insères ton film dans un dispositif dont rien n'échappe. Et si tu avais traité cette temporalité particulière avec cet animal particulier, tu serais sorti de ton beau système, tu vois, qui est parfait, qui a une sorte de logique interne. Et moi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe complètement, que tu n'as pas voulu traiter cette temporalité parce qu'elle se cognait avec les autres temporalités, et que du coup, ton objet aurait été moins équilibré de manière interne, tu vois. Ben, c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'avoir fait l'inverse, dans le sens où je me souviens bien quand on était devant la table de montage. En fait, et moi, il a un traitement particulier, il est au milieu du film, et il y a 3 séquences et 3 textes à propos d'émoi. Et en fait, c'est le seul pour lequel il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a justement cette question de la temporalité qui rentre. C'est-à-dire qu'au départ, elle dit j'ai décidé de le garder, et donc elle raconte comment est-ce qu'en fait émoi est en train de grandir et qu'elle a décidé de le garder. Et en fait, il y a 3 textes à propos de lui et 3 séquences qui sont au milieu du film, alors que tous les autres animaux, en fait, on est sur à chaque fois un panneau, un texte, enfin voilà, une séquence, un texte. Et donc, du coup, il a justement un traitement différencié qui fait qu'on est capable de le reconnaître. À l'abattoir, on voit ses cornes, on sait que c'est lui, etc. Et donc en fait, il a fait l'objet d'un traitement particulier au montage. Il prend quasiment j'allais dire un quart d'heure en fait, et moi par rapport aux autres scènes. Donc en fait, il est vraiment matériellement massif. Dis-moi alors, quels sont les plans où on la voit dans cette relation-là avec Émoi, dans cette relation d'extrême proximité? Je ne m'en souviens pas de ça. On la voit pas. C'est des textes. Voilà. C'est des textes. C'est ça que je veux dire, tu vois. Oui. Il y a une question de Romain Plume, mais tout d'abord, j'aimerais remercier le CVB. J'en profite parce que je vois que Cyril Bibas est dans les spectateurs. Donc, je lui demande s'il a envie de venir participer à la production en tant que producteur au CVB, qu'il le dise, il peut nous rejoindre. J'en profite pour dire qu'on est très heureux chaque année de recevoir les films du CVB qui sont en général formidables et on a beaucoup de plaisir à les voir. Et voilà, je passe à la question de Romain Plume. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci Elsa pour ce film. Pouvez-vous nous parler du processus, entre parenthèses, penser et faire, par lequel vous introduisez les animaux comme un personnage alter ego des humains? Pardon si je surinterprète, avec un smiley. Merci. Alors, alter ego, je pense que je m'en saisirai pas, mais la question des personnages, c'est intéressant parce que c'est un grand doute que j'ai eu à l'époque où je faisais des dossiers pour essayer d'avoir des subventions pour le film. Les gens me disaient, mais les moutons, personne ne va les reconnaître. Et donc, c'est quand même, je veux dire, c'est un problème. Comment est-ce qu'on fait des histoires avec des animaux qui sont par définition, dans notre culture, particulièrement indistinguables? Et moi, je trouvais que c'était justement un challenge assez intéressant dans le sens où, quand j'ai commencé mon terrain, justement, avec Nathalie, au départ, j'imaginais faire un film avec différents éleveurs, différentes espèces, etc., à propos de cette question de la mort. Et en même temps, je savais que je voulais aborder cette question de la relation et des attachements. Et donc, j'ai en fait assez vite décidé de rester avec un seul troupeau et me donner les moyens d'être capable de parler avec cette bergère, des individus qui allaient compter plus ou moins pour elle et qui allaient justement amener des questions de comment est-ce qu'on meurt et voir est-ce qu'il y avait des distinctions justement entre ces individus-là. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est pas simple, même si je viens d'un milieu rural. Il y a quelque chose, c'est les ovins où c'est difficile de trouver les petites caractéristiques physiques qui font qu'on va se dire ah oui, un tel c'est un tel et se souvenir des histoires, etc. Donc ça m'a pris pas mal de temps et j'ai appris ça avec Nathalie. Et donc, du coup, ça me semblait
assez important de transmettre ça à l'intérieur du film et d'avoir des personnages ovins à l'intérieur du film. Donc les cartons et donc la parole de Nathalie permettent de comprendre qu'il y a des individus et que tous ces animaux ne sont pas non identifiés. Et il y a cette séquence justement avec Émoi où en fait qui était très pratique dans le sens où comme il avait de très grandes cornes et qu'il y avait cette séquence centrale, c'était l'idée aussi de montrer qu'il y avait une continuité, que dans différentes séquences on pouvait montrer qu'il s'agissait du même animal, même s'il y a des je me suis arrangée au montage, il y a des moments de triche un petit peu, etc. Mais ça me semblait important au moins que conceptuellement, au niveau du spectateur, on comprenne bien qu'il s'agit d'individus. Et cette question de la personnalité, je pense qu'elle est vraiment hyper importante et que c'est quelque chose il n'y a que les éleveurs qui vivent au quotidien avec des animaux qui peuvent justement amener cette expertise par rapport à des relations qui vont se différencier, alors qu'on est dans des relations en effet d'utilité, hein, puisqu'on est quand même dans de l'élevage. On n'est pas avec des animaux de compagnie, enfin un troupeau de moutons, même si là il est tout petit, c'est quand même 150 brebis, donc ça fait un certain nombre, mais il y a sans arrêt des événements, notamment les naissances, qui créent des histoires et qui créent des lignées aussi, et qui sont comment dire, singulières, et en même temps qui sont prises dans une question, c'est une écologie d'ensemble, le troupeau. Donc du coup, il y avait aussi ce personnage-là qui était hyper important d'amener, alors que nous, on a l'habitude de penser en plus la mort et de penser les relations sans arrêt dans du face-à-face et de l'individuel. Et donc ça, c'était aussi quelque chose de compliqué, je dirais aussi conceptuellement, de comprendre qu'on est aussi dans une relation collective et que quand on s'intéresse un peu à la littérature sur les sociétés ovines, qui sont, et que nous, on a tendance à dire grégaires, mais en fait, c'est parce qu'il y a vraiment des relations de préférence et d'attachement dans une société matrilinéaire qui sont hyper importantes, et le être ensemble et le faire collectif est est très important, et sans arrêt négocié dans des relations comment dire, non coercitives. Et donc c'était à nouveau quelque chose qui était assez important, le personnage troupeau. Je ne sais pas si je réponds. J'ai l'impression. Donc, je passe à la question de Flore. Je souhaiterais vous remercier d'avoir saisi et partagé l'accompagnement jusqu'à la mort de Cocotte, sans matador, mais au couteau. J'y ai perçu un sentiment d'accomplissement et une étape importante dans sa vie d'éleveuse et de femme, et éventuellement une étape clé dans ses relations à venir avec son troupeau en perpétuelle évolution. Peut-être qu'il serait important de donner quelques pistes sur la culture cévenole qui va bien au-delà des alertes météo. Cela pourrait aider à comprendre l'ambiance du dîner. Alors, moi, je dois avouer que je ne viens pas des Cévennes, je viens des Pyrénées-Orientales. Et donc, de ce que j'ai pu expérimenter, on va dire, de différence depuis la culture rurale que j'ai eue dans les Pyrénées-Orientales par rapport aux Cévennes, c'est que... alors, j'ai aucune expertise pour parler de ça, je l'avoue, voilà. Mais je vais dire simplement ce qui m'a marqué quand j'étais ado et que j'ai commencé à aller chez une copine dans les Cévennes et que je venais d'un milieu montagneux où les gens vivent à des kilomètres et en fait il y a assez... les Cévennes, ça a été, comment dire, un endroit historiquement hyper important. Enfin, il y a plein de couches différentes. C'est un milieu protestant, enfin, traditionnellement, mais c'est aussi, on va dire, dans les années 70, ça a été, il y a eu beaucoup de néo-ruraux qui sont venus s'installer, qui sont maintenant des anciens. Et donc, en fait, il y a une culture paysanne qui a été, comment dire, redynamisée dans les années 70, pardon, par des personnes qui décidaient d'aller dans les Cévennes pour créer notamment des communautés alternatives. Et donc je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on vit en interaction dans un milieu. Ça, c'est peut-être
on va dire de mon point de vue, et je pense que j'ai vraiment aucune expertise là-dessus, ce que je dirais qui fait un peu la particularité des Cévennes, dans le sens où c'est accompagné de beaucoup de pensées et de la question du collectif, alors qu'on est dans un milieu rural. J'ai du mal à penser que la culture cévenole puisse expliquer le repas. J'arrive Ah, et le pas repas. à saisir la question là. Eh bien, il faudrait que Flore nous précise sa question par chat parce que je crois qu'il n'a pas de micro pour le moment. Sinon, j'ai une question de Rose Noyer qui se demande si il aurait été moins inhumain d'enterrer le bélier plutôt que de le manger, et qui se demande pourquoi vous n'avez pas montré d'autres points de vue, d'autres éleveurs qui ont peut-être des relations différentes avec leurs animaux. Enterrer le bélier, enfin le mouton déjà. Je ne sais pas comment dire, à part que c'est une vision hyper anthropocentrée de la relation à la mort. Je crois que c'est pas l'enjeu dans l'élevage déjà. C'est vraiment pas l'enjeu dans l'élevage, et c'est cette question. En fait, c'est pas inhumain de manger. Je crois que c'est des questions en fait, on peut voir ça avec une très grande humilité, de se dire nous sommes capables de vivre grâce à la vie et à la mort d'autres êtres vivants, et que c'est pas parce qu'on accorde une personnalité, une individualité, une raison de vivre à ces animaux-là qu'il faut essayer de sortir de cette relation qui est de se manger entre des êtres vivants. Parce que de manière un peu, je veux dire, exagérée, je pourrais dire que on a de plus en plus de recherches qui nous montrent que les plantes sont sensibles, qu'elles communiquent, etc. Et en fait, à un moment donné, je pense que de vouloir extraire la mort de nos relations entre vivants, c'est pas la meilleure option qu'on ait pour être en relation avec d'autres êtres qui soient humains ou non humains. Et donc, c'est peut-être un peu abstrait ce que je dis. Je ne sais pas si c'est. Je vais te poser une question très concrète, Elsa. Est-ce que tu mangerais ton chien avec lequel tu restais 10 ans? Je pense pas que je mangerais mon chien, mais c'est pas parce que culturellement, c'est des questions hyper culturelles. Il y a plein de gens qui mangent des chiens en fait. Non, mais pas les Sur la chiens. planète. Ton chien. Pas les chiens, ton chien. Mais un animal de compagnie c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même statut qu'un animal d'élevage. Non, mais à l'intérieur de, si tu veux, dans la complexité et la profusion des relations qu'on peut se construire, tu vois bien que les frontières sont toujours poreuses. Il n'y a pas ou, c'est et. Et que même à l'intérieur du monde sauvage ou à l'intérieur du monde de l'élevage ou à l'intérieur du monde domestique, plus domestiqué, il y a les relations sont en elles-mêmes multiples et complexes, en elles-mêmes. C'est pas où. Et alors c'est vrai qu'il y a des constructions symboliques qui nous amènent à penser que dans le système d'élevage, il y a tel but et telle économie et tel truc qui nous conduit à tel geste, et que dans un rapport purement d'animal, comment on appelle ça, de compagnie, c'est autre chose qui se joue. Il n'empêche que même à l'intérieur de ces frontières et de ces constructions symboliques-là, se jouent aussi d'autres parties. Tu es d'accord avec ça? Et donc, il ne suffit pas de dire que l'élevage a un but économique pour que tout soit réglé au niveau du sens de la relation qui s'y joue. Tu es d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est intéressant de voir qu'on vit dans un monde où les animaux traversent des frontières. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que
Ils ont eu un statut d'objet dans un rapport hyper productif, mais par contre, c'est comme si on a des animaux de compagnie aussi, et on leur demande de traverser cette frontière en disant bah, si vous n'êtes plus objet, ça veut dire que vous pouvez être ce qu'on dit en anglais pets, des animaux qu'on met à l'intérieur de sa maison et qu'on câline et qu'on caresse et qu'on va euthanasier, empailler, etc. Il se passe que je pense que là, on est dans des relations qui, même si on refuse de rendre objet les animaux, on n'est pas non plus dans cette question de les rendre animaux de compagnie. Et donc, et Nathalie, elle a des chiens, et je suis persuadée qu'elle ne mangerait pas ses chiens. Ça, il n'y a pas de souci. Mais après, moi, mon rôle n'est pas, justement, c'est pas la question de... Mon rôle n'est pas d'être... Je ne suis pas anthropologue et je ne suis pas là pour... Déjà, en fait, les questions symboliques, j'avoue, c'est des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est des questions de récit. Et donc, là, moi, ce qui m'intéressait dans le film, c'était comment est-ce qu'on peut raconter une histoire en montrant qu'il y a des attachements qui sont à l'œuvre et actifs dans une relation d'élevage, et que ça n'empêche que, et que ces attachements et ces relations-là, elles déplacent les manières de vivre et de mourir, et donc de voir comment est-ce que ça travaille, etc. Après, enfin voilà, j'ai pas cette distance aussi, même je dirais critique, de venir dire à Nathalie, tu n'aurais pas dû manger et moi, parce que je pense que pour elle, c'était extrêmement important. Moi, je vous avoue que j'ai mangé et moi aussi. C'est-à-dire que dans le processus du film, j'ai filmé toutes les images que vous voyez. En fait, les seules images que j'ai pas filmées, c'était les images du repas, parce que ça nous a semblé impensable, à la fois à Nathalie et à moi, que je sois pas à table avec eux à ce moment-là. Parce que c'était vraiment quelque chose d'important, de penser pour elle les manières de manger cet animal. Et donc, je pense que ce que ça veut dire, même si je ne suis pas anthropologue et à pouvoir comment dire, catégoriser le passage de frontière entre animal-objet à animal de compagnie et dans la finesse, je pense que cette question de manger un animal qui nous est cher, c'était hyper important pour elle. Et moi, je suis rentrée dans cette histoire et j'ai mangé, et moi, avec beaucoup, comment dire, de tendresse et d'affection. Et en même temps, c'est un moment aussi où on accepte que cette vie-là, elle est en train de fabriquer autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'on ne s'en souvient pas. Donc, j'ai Lucille qui dit bravo pour le film, bravo pour le débat qui est passionnant. Je suis curieuse des coulisses du film et de sa réception. Avez-vous rencontré d'autres éleveurs ou éleveuses que Nathalie? Le film a-t-il été projeté, discuté avec d'autres éleveurs, bergères, bergers, pris dans des relations semblables à celles que vous décrivez? Oui, moi j'ai commencé en faisant du terrain un peu auprès de bergers et comme je disais, je me suis vite décidée de rester avec Nathalie. Mais donc ça, enfin voilà, j'ai fait très peu de terrain avec d'autres personnes sur cette question-là, pour ce film-là, hein, parce que j'avais fait auparavant du terrain avec Nathalie, justement, à l'époque où elle faisait une enquête sur les alternatives à l'abattoir industriel. Et en termes de réception, alors c'est un peu compliqué parce que c'est un film qui sort avec le Covid. Donc il y a eu une petite parenthèse à la rentrée en septembre-octobre, et on a pas mal montré le film en Belgique. Justement, c'était quasiment à chaque fois accompagné de quelqu'un qui venait du milieu de l'élevage ou de l'agriculture, avec des débats et des discussions qui allaient autour de ça. Le film est assez bien soutenu justement par des syndicats paysans, parce qu'il soulève un enjeu politique de cette question de l'abattoir comme étant à l'heure actuelle le seul endroit légal dans lequel on puisse tuer des animaux pour pouvoir vendre la viande. Et donc il y a beaucoup d'éleveurs, que ce soit en France, en Belgique, en fait partout en Europe, qui se battent pour qu'il puisse exister d'autres alternatives que cet endroit, sachant qu'en plus l'abattoir il a énormément changé dans le sens où
à un moment donné, on pouvait avoir des abattoirs locaux et communaux, et en fait, évidemment, enfin, comme tout, les services publics, etc., il y en a de moins en moins, c'est des gros abattoirs privés, il faut faire des centaines de kilomètres pour y aller, et c'est un rapport hyper industriel, en fait. Donc, pour beaucoup d'éleveurs et de paysans, c'est un vrai combat d'essayer de penser la mort à d'autres endroits ou dans d'autres conditions qu'à l'abattoir. Et donc, par rapport, en tout cas, à cet aspect-là, il est très bien reçu. Il y a aussi pas mal de gens qui viennent de ce milieu-là et qui trouvent que le film se concentre très fort sur des moments difficiles et sur la question de la mort, et qu'il n'est pas représentatif de leur métier. Et ce qui est très bien, parce que c'est pas ce que je faisais. D'une certaine manière, c'était pas ma question. Mais donc, en fait, comment dire, si je dois transmettre leur voix, c'est de dire, ok, oui, c'est un combat politique hyper important, cependant, attention, être éleveur, c'est pas passer sa vie à tuer des animaux, c'est en fait essentiellement passer sa vie à élever des animaux, et cette question de la mort qui est pas représentée, qui est hyper tabou, qui est industrialisée, le film la dramatise en la mettant en avant. Bastien demande si le parcours de Nathalie a été évoqué en tant qu'ancienne anthropologue ayant travaillé sur la relation humain-animal. Évoqué où? Dans le film, dans notre débat, pardon, parce qu'il n'était pas là au début du débat. Non. Non, mais du coup, je peux le dire, en effet, dans le sens où Nathalie, je la connaissais avant qu'elle soit bergère, à l'époque où elle était en effet anthropoéthologue. Elle a fait une thèse sur la présence conflictuelle des goélands à Marseille. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus de compétences que moi en anthropologie, en fait, et sur ces questions aussi de relations humain-animal. Et c'est pour ça que pour moi, c'était aussi une alliée extrêmement précieuse. Comme on avait travaillé ensemble sur ces questions des alternatives à l'abattoir industriel, à l'époque où elle faisait elle-même une enquête auprès d'éleveurs, on avait beaucoup discuté. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai travaillé avec elle, parce qu'on avait éprouvé ce sujet ensemble d'une certaine manière. Et donc, on n'était pas dans un discours ensemble, on était dans des questions d'apprendre. Moi, j'apprenais à filmer, et elle apprenait à être bergère, et donc d'accompagnement par rapport à ça, alors qu'on avait déjà beaucoup... Enfin, voilà, et donc c'était évident pour Nathalie que je travaillais sur ces questions de mort et que je continue à travailler là-dessus. Mais en même temps, on n'était pas dans des formes de rationalisation ou de discours par rapport à ce qui se passait, et vraiment dans des questions de relations, et des relations assez bêtes, et entre nous, et des questions techniques et émotionnelles aussi. Et voilà, donc en effet, c'est quelqu'un qui a une thèse en anthropologie. Et enfin, une question de Madoka, oui, que j'avais envie de poser aussi. Des remerciements, et aussi pour vous demander comment les textes de Nathalie ont été recueillis et à quel moment ils sont arrivés dans la narration, dans le film. Ben alors, je savais depuis le début que je ne voulais pas faire comment dire, il y avait deux choses que je ne voulais pas faire. C'était, je ne voulais pas faire d'interview face caméra avec Nathalie, pour la raison assez simple, qui est que j'avais le sentiment de poser, en fait, j'avais le sentiment de poser une question extrêmement indiscrète, en posant la question de quels sont les attachements qui accompagnent les relations avec des animaux, notamment dans la mise à mort. Et donc, ça a été un peu un exercice d'équilibriste pour moi, parce que j'avais cette question, et en même temps, j'avais l'impression qu'elle était très indiscrète et très impudique. Et donc, comment est-ce que j'allais réussir à conserver une forme de pudeur par rapport à cette question? Et notamment, même si donc, j'avais construit une relation avec Nathalie proche et d'amitié, et donc on pouvait parler de ce genre de choses, mais en même temps, j'avais pas forcément envie de la confronter à une caméra, c'est-à-dire où elle se serait adressée à des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés, alors que c'est une question très intime. Et je voulais pas écrire une voix off, parce que j'avais pas nécessairement envie non plus de venir
expliquer avec ma voix et mon regard, etc., tout ce qui se passait. Donc il fallait trouver quelque chose pour faire tenir quand même l'histoire. Et donc je dirais, c'est à peu près au milieu du tournage, au bout, ouais, non, même pas, au bout d'un an et demi, que j'ai décidé d'utiliser les emails de Nathalie, en fait, qu'elle m'écrivait quand j'étais pas avec elle, parce que moi je vivais à Bruxelles et je faisais des allers-retours pour faire mes tournages. Et donc, comme on avait cette relation de complicité et d'amitié, et qu'elle savait très bien ce sur quoi j'étais en train de travailler, et que je pense que c'est quelqu'un qui écrit très bien, et que probablement c'était aussi une manière pour elle d'influencer ma recherche, et de venir m'offrir à la fois en tant qu'amie, et en même temps de se confier, parce que comme je connaissais ces bêtes et j'avais commencé, on avait pas mal de discussions sur les individus qu'on avait en face de nous. Et donc voilà, pour plein de raisons probablement différentes, on échangeait, et je lui ai demandé si je pouvais utiliser ses emails. Elle m'a dit oui, elle me les a généreusement offerts. Et donc après, moi, j'ai recomposé, j'ai découpé, j'ai réécrit des parties, je vais faire lire, mais pour pouvoir essayer de faire tenir une histoire à l'échelle du film. Et ça me semblait être une manière, en fait, pour qu'elle puisse parler, mais en même temps, c'est aussi moi qui ai redramatisé, tout recoupé, etc. Donc, en fait, c'est aussi enfin, voilà, c'est une voix qui est composite, on va dire, et en même temps qui essaie de garder un espace de pudeur et d'intimité par rapport à des questions de mort. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le public. Alors, Eliane, peut-être que tu as une remarque, une question Moi, et éventuellement, j'aurais mis bien. Pareil, Eliane. Ah, c'est pas à moi que tu parlais. Ah, Eliane, vas-y alors. Moi, je voulais. On arrive à la fin de ce débat et il y a des mots que j'entends comme ça qui me choquent toujours quand on demande à un film d'être représentatif, quand on demande des formes d'objectivité. Le cinéma n'est pas du tout là pour ça, pas du tout, pas du tout. Et heureusement que le film d'Elsa n'est pas représentatif et qu'il est sur une ligne qui est extraordinairement bien tenue, et que c'est un vrai film de cinéma en ce sens parce qu'il va contre toutes ces idées d'objectivité, d'explication, de sociologisation, etc. Et je pense qu'elle a un grand avenir du côté du cinéma parce que c'est une très 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 belle réalisation. Merci. Mais je pourrais rajouter que par rapport justement à ces textes, c'était aussi une manière de ne pas psychologiser. Et je pense que c'était hyper important. Voilà. Et parce qu'on n'a pas l'habitude de penser à la mort des animaux d'élevage, et que je trouvais que c'était hyper précieux d'avoir une voix de l'intérieur, et en même temps de ne pas être dans la psychologisation, ou en effet dans cette question de la sociologisation. On n'est pas dans un portrait de Nathalie, en fait on ne sait même pas comment est-ce qu'elle s'appelle dans le film. Voilà, l'idée c'était d'essayer de faire éprouver à un spectateur une série de difficultés qui elle, l'amène à penser, et qui fait qu'elle tâtonne, et qu'elle est dans des moments, enfin voilà, qui sont aussi, je pense, difficiles, parce qu'elle est en train d'apprendre, et donc il y a des choses qu'elle fait pas bien, et qu'elle doit s'y reprendre, etc. Mais donc d'avoir accès, et j'ai essayé de maintenir un regard bienveillant, et en effet non psychologisant de ce qui se passe dans ces relations-là. Mais en plus, ce qui fait qu'aussi c'est un très beau film de cinéma, véritablement, c'est que derrière ton questionnement et cette manière que j'appelais, enfin, conte philosophique, si tu veux, autour de la mort, la philosophie, c'est fait pour ça aussi. C'est aussi pour faire penser. Et moi, je trouve que à chaque fois qu'on est confronté à ces morts, ça fait immédiatement penser en plus large
à ce que la société offre comme possibilité de mourir à ces bêtes. Et moi, j'ai tout de suite pensé à ce que tu as dit sur les abattoirs, en me disant, mais au moins là, cet abattoir du Vigan avec ses vautours, il y a au moins une dimension, par rapport à la dimension industrielle, il y a une dimension qui est ramenée à l'échelle humaine, déjà un, et deux, qui amène à poser une autre question, c'est pourquoi l'État interdit l'abattoir dans les fermes. Pourquoi ce n'est pas les éleveurs eux-mêmes qui peuvent abattre leurs bêtes, mais avec un vétérinaire à côté, comme Marie-Pierre, par exemple? Pourquoi c'est interdit? Et je crois que c'est la thèse de Jocelyne Porcher qui s'est énormément engagée sur ces questions du bien-être animal. Elle a écrit énormément d'articles, elle a fait une action politique en ce sens, et je crois que c'est sa thèse, c'est de revenir avec des conditions évidemment d'hygiène évidentes au fait que ce puisse être les éleveurs, les paysans, etc., qui puissent, comme autrefois, tuer leurs bêtes, et ça sera, je pense, effectivement, beaucoup moins atroce que les systèmes qu'on a inventés aujourd'hui. Et ton film m'a fait penser à tout ça. Oui, mais c'est un travail qui est important pour moi, le travail de Jocelyne Porcher. Et je crois qu'elle dit quelque chose qui me semble important aussi à penser, c'est que le milieu de l'élevage hérite, comme tous les milieux, des horreurs qu'on nous a fait passer au nom du progrès. Absolument. Et donc, en fait, en France, ça a été relativement tardif, en Belgique aussi. C'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale où on a voulu objectiver par des rapports hyper productifs et scientifiques et capitalistes aux animaux, au corps des animaux qui doivent fabriquer de la matière. Cependant, je crois que d'une certaine manière, les éleveurs, ils sont jamais... bon, c'est une généralité qui est compliquée, mais c'est-à-dire qu'il y a une espèce de bon sens paysan et des pratiques, en fait, quand on va voir les pratiques paysannes qui sont en dehors de cette simple réduction à la rationalisation, à l'objectivation des animaux comme des produits. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on est hyper intéressé parce qu'il y a d'autres cultures qui pratiquent l'animisme, etc. Et je pense que dans une culture naturaliste comme dans la nôtre, il y a des poches de résistance dans des pratiques, mais ce n'est pas des gens qui font du discours, beaucoup les éleveurs. Et donc c'est aussi intéressant d'avoir des personnages comme Nathalie, qui vient de l'anthropologie, qui sait très bien écrire et s'exprimer, pour pouvoir aussi venir déplier des contradictions qu'il y a à l'intérieur des pratiques et qui sont intéressantes, je pense, à éprouver et à penser pour le futur aussi. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci infiniment, Elsa, pour toutes ces explications, ce formidable débat. Merci, Eliane. Et puis, nous nous retrouvons demain pour la suite de nos débats. Un très grand merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous.